Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde Financer sa croissance, les bons acteurs à chaque étape de développement. Moi je suis Flavia Roland, je suis Startup Manager chez France Digital, qui est la plus grande association de startups et d'investisseurs en Europe. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde, on va être ensemble pendant 45 minutes. L'idée c'est de vous permettre d'y voir plus clair sur les mécanismes de financement et aussi la complémentarité entre les différents acteurs que nous avons aujourd'hui autour de la table. Sans plus tarder, je vais laisser tout le monde se présenter, nous dire un peu qui vous êtes et sur la chaîne de financement, où est-ce que vous en êtes, enfin, où est-ce que vous vous situez à peu près. Stéphane, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, moi c'est Stéphane, je travaille pour Crédit Mutuel Innovation, qui est une filiale du Crédit Mutuel. On a deux particularités, chez nous on est des investisseurs et on investit les fonds propres du groupe Crédit Mutuel à différents stades de maturité des entreprises, principalement pour ce qu'on appelle du post-seed jusqu'à la série B, sur des montants qui vont sur une fourchette très large de 1 à 20 millions d'euros, avec un sweet spot plutôt entre 6 et 8. Sur trois thématiques, une thématique santé, une thématique digitale et une thématique deep tech. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Thomas, je travaille pour Evolem, donc on est un family office, ça veut dire qu'on investit l'argent d'un entrepreneur et on investit dans une quinzaine de startups par an au stade de pré-seed, seed et série A, donc c'est des levées entre 500 000 et 10 millions d'euros. On fait à peu près une quinzaine d'investissements par an. Généraliste, tout type de secteur. Bonjour, je suis Christophe Janter, donc je travaille à la Banque des Territoires, c'est le groupe Caisse de dépôt derrière, donc c'est une institution publique. On intervient comme mon collègue de Crédit Mutuel Innovation en post-seed jusqu'à série A ou série B. En général, on ne met pas de ticket en dessous de 400 à 500 000 euros. Par contre, il n'y a pas de maximum, on va dire. On peut faire du capital développement. On s'intéresse particulièrement à l'impact extra-financier, pour le dire en 2 secondes, mais on va y revenir après. On recherche des projets rentables et à impact. Et il y a toute la notion d'impact, il faut le mesurer, etc. Il faut définir des indicateurs. Un projet qui ne serait que rentable et qui ne générerait pas d'impact extra-financier, on n'irait pas dessus. Un projet qui ne ferait que de l'extra-financier et qui ne serait pas rentable, on n'irait pas dessus non plus. Pierre-Alexandre Boileau, donc je m'occupe de l'innovation pour le Crédit Mutuel du Sud-Est, donc la partie non dilutive, plutôt bas de bilan, où là on intervient avant les levées de fonds et on accompagne notamment mes collègues autour de la table sur de l'effet de levier suite à de la levée de fonds. Super, merci beaucoup. On va prendre l'exemple d'un entrepreneur qui du coup est en train de lancer sa start-up. Quels conseils vous pourriez lui donner ? Thomas, je sais qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc je te laisse la parole. Oui, nous on arrive assez tôt dans le financement des startups, parce qu'on fait pas mal d'investissements en pré-seed. Et ce qu'on va regarder avant tout sur ces typologies de sujets, c'est l'équipe, parce que bien sûr au début on n'investit que là-dessus. Et donc les conseils qu'on donne souvent aux entrepreneurs qui se lancent comme ça avec une idée, c'est de bien choisir ses cofondateurs, de faire attention que le pacte prévoit que finalement ça se passe pas bien, ça c'est très important de le prévoir, et aussi de bien choisir ses premiers clients. On a vu beaucoup de startups malheureusement commencer à partir avec des très gros clients qui n'ont pas des boucles itératives rapides pour pouvoir développer le produit. Donc ça, bien choisir ses premiers clients. Et enfin, bien choisir ses premiers salariés, parce qu'encore une fois, les investisseurs que nous sommes, on va regarder la capacité de l'entrepreneur à les convaincre sur son projet. Les premières personnes qu'il doit convaincre, c'est ses salariés. Et donc plutôt recruter par le haut que par le bas, parce que c'est l'amorçage de la société et c'est vraiment les critères clés que nous, on va regarder au début. Moi, j'ai une petite question. Du coup, j'accompagne souvent des startups et notamment des solopreneurs qui me disent que c'est beaucoup plus compliqué quand on est solopreneur de lever des fonds. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Comment est-ce qu'ils peuvent justement un peu lever cette barrière-là à l'entrée ? Ouais, c'est très compliqué, solopreneur, surtout la levée de fonds, ça prend beaucoup de temps. Donc pendant tout le temps de la levée de fonds, on n'est plus sur le business. Et si on ne veut pas se reposer sur une équipe solide en dessous, et ben on est en train de lever, mais en même temps, le business il est en train de partir un petit peu à volo parce que le dirigeant n'est plus là. Donc là, ça veut dire que justement, d'autant plus, il faut très vite recruter par le haut et avoir une équipe en dessous. Il y a plein d'instruments maintenant aussi pour ne pas avoir que des salariés, mais des entrepreneurs, que ce soit les BSPCE ou Futures ou des outils qui permettent que ces premiers salariés soient aussi impliqués qu'un cofondateur.
Ce qui est compliqué quand on est tout seul, c'est qu'on réfléchit seul et qu'on n'a pas ce pendant, ce miroir qui va nous challenger. Et donc, toute cette partie de l'équipe qui manque, si elle n'est pas là dès le début, c'est très complexe. Et nous, l'investisseur, quand on arrive, on aime bien qu'il y ait une certaine structuration sans que les rôles soient encore très hermétiques les uns des autres, mais qu'on ait cette équipe globale sur laquelle on sait qu'on pourra s'appuyer. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'on investit sur le long terme. Le projet, il est ce qu'il est. On a une vision, on a un produit, on vend un marché. L'équipe, elle est là. Et 3, 4, 5, 7 ans après, l'équipe, elle sera toujours là, a priori. Le marché sera plus le même, le produit sera plus le même. Donc l'équipe, c'est vraiment le premier de nos critères d'investissement. Super. Une fois que la start-up commence à faire son premier chiffre d'affaires, en général, la question du financement arrive très très vite, et notamment la question de la levée de fonds. Quand une start-up vient vous voir, qu'est-ce que vous regardez en termes de KPIs? Qu'est-ce que vous allez regarder en détail? Je sais que toi, Christophe, tu parlais d'impact. C'est un critère fondamental pour vous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, on va regarder, alors au-delà du modèle économique, effectivement, on va regarder l'impact. Et l'impact ne sera jamais le même d'une entreprise à une autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas calquer des indicateurs d'impact sur une start-up et on ne va pas reprendre les mêmes sur une autre. Il va vraiment falloir que ça colle à l'activité de l'entreprise, de la start-up. Et donc, il va falloir... ça va être un échange, en fait, souvent, entre l'investisseur et le porteur de projet sur quel est le bon ou quels sont les bons indicateurs d'impact sur lesquels on peut se projeter sur plusieurs années. Comme tout projet d'investissement, on regarde le BP financier et de plus en plus, on essaie de mettre en place un BP extra-financier. Donc on projette des indicateurs, il ne faut pas non plus qu'il y en ait 50, il faut qu'ils soient pertinents, mais de toute façon, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon on aura du mal à mesurer, à collecter la donnée sur ces indicateurs. Mais c'est intéressant et souvent d'ailleurs, ça guide la stratégie de la boîte derrière. C'est-à-dire que si on a 3 indicateurs d'impact, il y en a pas mal, mais autour de l'emploi, autour de la formation, ça peut être des taux de sortie positifs. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont été formés dans le domaine de la formation professionnelle, il y en a combien qui trouvent un emploi? Il y en a combien qui basculent sur une autre formation complémentaire? Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de sortie positive. On va essayer de se dire... en année 1, on vise 50%, en année 2, on va viser 60%, en année 3, et à travers ces objectifs extra-financiers, une fois de plus qui sont complémentaires au BP financier, ça va permettre à la start-up ou à l'entreprise de faire des choix stratégiques par rapport à ces objectifs-là. Voilà. Sur le ESG, c'est un point super important. En fait, nous, on est à la croisée entre le monde des business angels et des VC classiques, parce qu'on est vraiment la croix de transmission entre les deux. La différence entre les deux, c'est qu'avant, un business angel, il choisit une mission, il choisit une équipe, il tombe amoureux d'un projet et il investit avec ses tripes. Un VC, il investit l'argent de gens qui lui a confié cet argent et il va regarder le TRI, le rendement. Et donc on avait des fois des confrontations entre ces deux mondes qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas à se parler. Ce qui est en train de changer là actuellement avec le retournement de marché, c'est que les seuls fonds qui arrivent vraiment à lever des fonds, ils le font en article 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'obligation vis-à-vis de leur LP, des gens à qui leur ont prêté de l'argent, de suivre des indicateurs extra-financiers. Et donc là, c'est un mouvement de fonds qui va sûrement s'accélérer parce que tous les LP, les gros assureurs, les banquiers qui prêtent de l'argent aux fonds, leur demandent maintenant d'avoir ces indicateurs-là. Donc il faut l'avoir en tête. Et aujourd'hui, les boîtes qui arrivent encore à lever malgré l'écosystème actuel, c'est souvent des boîtes qui ont justement cet impact parce que les VC se doivent de suivre ces indicateurs. Et tous les VC, pas que Banque des Territoires ou les fonds d'impact. Maintenant, tous les fonds seront des fonds impact. Effectivement, je confirme, tout le monde, nous y compris. Alors nous, on est un peu particulier parce qu'on est filiale de banque qui est une entreprise à mission aujourd'hui, avec une raison d'être. Et tous nos investissements doivent avoir un sens. Au-delà de dire le sens, c'est gagner de l'argent, ça, il y a beaucoup de fonds qui le font, pas nous. On doit en gagner forcément, mais il faut que l'investissement qu'on réalise apporte quelque chose à la société, apporte quelque chose à notre portefeuille, apporte quelque chose à notre groupe, à notre structure. Voilà, il faut qu'on trouve du sens dans nos investissements. Donc au-delà des articles 8 ou 9 et de tous les critères ESG classiques. Et quelles sont les bonnes questions à se poser avant de faire une levée de fonds? Et est-ce qu'une levée de fonds, les entrepreneurs doivent obligatoirement y passer?
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup... Alors, je peux peut-être Ouais, commencer, parce que c'est vrai que là, on est vite parti dans la levée, mais avant la levée, il y a quand même pas mal d'étapes. Et c'est vrai qu'entre la création et les premières phases, en tout cas, nous, quand on vient financer au tout début, avant la levée, on fait vraiment attention déjà aux critères d'impact, ça c'est clair, mais au fait que l'entrepreneur ait bien mappé l'écosystème et bien vu toutes les subventions qu'il pouvait y avoir, toutes les aides qu'il pouvait y avoir. Il y en a un paquet. Et notamment dans notre région, on a quand même notamment la région qui fait des belles aides. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, venir chercher du financement. On a aussi les réseaux entreprendre et les réseaux d'initiatives qui sont là pour ça, sur lesquels nous, on vient adosser un crédit complémentaire. Et souvent, ça, c'est le premier crédit qu'on va être amené à faire avant une levée de fonds. Donc ça, c'est important. C'est super important de le redire, la France est le meilleur pays pour entreprendre. Hein. En gros, si on calcule Pôle emploi, plus les aides de BPI, plus les subventions régionales, c'est plus de 50% plus de 50% des financements des startups, ça vient de l'État sur les 18 premiers mois. Donc, aller chercher ces financements au départ, parce qu'ils sont plus simples à aller chercher que, bien sûr, les VC classiques. Et puis ça permet de commencer à bien travailler son projet pour peut-être éventuellement mieux valoriser aussi la structure avant de se faire diluer, puisque si on lève trop tôt et qu'on n'a pas encore eu le temps de faire ce qu'on voulait, on risque de se faire diluer à moindre valeur, alors que là, en ayant cet effet levier entre les subventions et les aides et la banque, ça permet de profiter d'encore un petit peu de temps pour continuer la valorisation et lancer les premiers produits. Et du coup, je te repose une question. Comment bien choisir sa banque dès le départ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des banques traditionnelles, des néobanques. Comment est-ce qu'on peut aider l'entrepreneur à bien s'aiguiller dès le départ? Déjà, il faut que ce soit une banque qui aille avec les valeurs de l'entrepreneur. Souvent, quand on parle d'impact, c'est vrai que le Crédit Mutuel, on est plutôt bien positionné dans cette chaîne de valeur, puisque, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, on rentre dans cette typologie. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que le banquier, finalement, et ça souvent on l'oublie quand on est une start-up, c'est que le banquier, il ne sert pas juste à prêter des sous et à taper sur les doigts quand ça ne va pas. Le start-up, il accompagne de la création, donc au dépôt pour le dépôt de capital pour l'immatriculation. Et quand il y aura des levées de fonds, c'est lui aussi qui, avec les avocats, avec toute cette partie-là, va venir assurer le fait que les fonds sont bien bloqués, que tous les processus sont bien mis. Et pour gagner du temps, il faut savoir s'entourer des bons partenaires. Et c'est aussi important là-dessus de choisir le bon banquier, parce qu'il y a dans des banques où ça va beaucoup plus vite que d'autres. Et moi, je me souviens d'avocats des fois qui nous appelaient en urgence pour dire il faut que ça avance, que là c'est urgent. Et quand on a la chance, comme au Crédit Mutuel, de tout faire en interne et de pouvoir aller très vite, ça permet de résoudre des situations et c'est bénéfique pour tout le monde, puisque j'imagine que pour vous aussi, c'est important. Tout à fait. Un autre point aussi, il faut faire attention, les comptos et tout ça, c'est pas des gens qui... c'est très très rapide pour pouvoir avoir des flux. Mais par contre, si on leur demande un prêt, c'est plus compliqué. Et donc toujours avoir une banque de retail, et même je dirais deux, donc CMCIC et une autre, parce qu'il faut pouvoir gérer de la concurrence aussi entre les banques. Et puis c'est beaucoup de l'intuitu personnel, donc on a quelqu'un en face de nous et c'est souvent lui qui fait la relation. Mais dans les banques, ça bouge assez vite, donc c'est toujours mieux d'avoir quand même deux banques qu'une seule. Ouais, exactement. L'aspect humain est hyper important. Quelle que soit la banque que vous choisissez, il faut qu'il y ait un fit avec votre chargé d'affaires, la personne qui s'occupe de vous. Parce que c'est lui qui va aller pousser votre dossier et c'est lui qui sera à la manœuvre pour faire en sorte que la décision se prenne vite. Et essayez aussi de choisir une banque qui a une structure de décision locale ou régionale pour éviter que tous les dossiers remontent à Paris et que ça prenne des plombes avant d'avoir une réponse. Je peux aussi compléter en disant que il y a possibilité en France. J'entendais mon voisin dire qu'effectivement il y a beaucoup de subventions en France de la part de l'État. Donc notamment il y a France 2030 qui est l'ancien programme des investissements d'avenir. Il y a l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui subventionne énormément de projets sur des thématiques particulières quand ça a trait à la réindustrialisation de la France ou à la redynamisation des centres-villes, des villes moyennes, ou à la redynamisation des quartiers sensibles, quartiers prioritaires. Il y a pas mal de startups qui sont dans ces territoires fragiles, dans les zones rurales aussi, dans l'outre-mer, et il y a des subventions à aller chercher. Et il y en a aussi à aller chercher, mais là pas sur le plan financier, mais dans l'accompagnement de la structuration de son projet. Vous avez un certain nombre de structures qui vont accompagner les porteurs de projets dans la structuration financière, dans la structuration juridique,
dans l'organisation du projet. Évidemment, il y a les incubateurs. On est chez H7, donc je ne peux pas ne pas citer l'accélérateur H7 qu'on a nous-mêmes mobilisé sur l'inclusion numérique. Et là, typiquement, ce sont 8 startups qui sont accompagnées par l'accélérateur et qui va les aider à préparer la levée de fonds. Donc c'est cette phase amont qui est non financière, mais qui peut aussi préparer la levée de fonds, qui, comme vous le savez, bien sûr, prend beaucoup de temps aux fondateurs. Et se faire accompagner dans cette phase sensible, c'est possible. Et justement, quelles sont les étapes pour préparer sereinement sa levée de fonds? Quels fonds aller voir, ce genre de choses pour les entrepreneurs? Il faut savoir déjà parler au bon fonds. Donc, chaque fonds a ses spécificités, ses stades de maturité. Et puis, il y a des fonds qui ont des appétences pour des marketplaces ou pour du B2B ou pour du B2C. Et donc, déjà bien avoir une vue de tout l'environnement et parler que à ceux qui sont cohérents avec là où on en est. Voilà. Et l'autre point, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent. Et en fait, tout dépend justement de à quel stade on est. Quand on est encore au stade de pré-seed, seed, ce qu'on veut, c'est démontrer. Qu'est-ce qu'on veut avoir démontré dans 18 mois? Est-ce qu'on veut avoir démontré qu'on peut faire de l'acquisition client, ou est-ce qu'on est encore à vouloir démontrer du produit? Mais en tout cas, il faut être dans cet horizon-là de se dire, je ne lève pas de l'argent juste pour de l'argent, mais je lève de l'argent pour démontrer 1, 2, maximum 3 choses dans la vision de mon entreprise. Est-ce que je veux démontrer que je sais développer un produit très vite et je vais recruter beaucoup de développeurs sur les 8 prochains mois? Ou est-ce que je veux démontrer qu'il y a de l'attraction et qu'il y a des clients qui peuvent être intéressés par le produit? Ou est-ce que je suis à un stade plus avancé sur la série A et je veux montrer que je peux faire grossir une équipe commerciale en ayant toujours les mêmes KPI de transformation et de croissance, et que si je réinjecte de l'argent, je sais que ma croissance va augmenter de manière proportionnelle. Ça, c'est l'idéal quand on est en série A, série B. Quand on est en pré-seed, seed, on n'en est pas à essayer de faire croître de manière géométrique ce qu'on est en train de faire. On est plutôt dans de l'itération sur le produit ou sur l'accès au marché. Donc ça dépend vraiment de là où on en est du projet. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que quel que soit l'investisseur que vous allez les voir, quel que soit votre stade de maturité, il faut se mettre à sa place. L'investisseur, il a besoin de se construire une thèse d'investissement, dire pourquoi j'investis. Et dans cette thèse, pour la construire, il y a deux, trois questions clés auxquelles il faut qu'il réponde. Notamment, c'est combien je vais amener à cette structure pour l'aider à se développer, pour faire quoi? Donc c'est ce que disait Thomas. Donc pour passer telle étape et pour les passer en combien de temps? Comment je valorise aujourd'hui, c'est la question qui va se poser, et qu'est-ce que j'aurai à la sortie? Donc la sortie, ça peut être un pas de temps assez court, ça peut être du 24 mois, ça peut être du 36 mois, c'est pas la sortie de l'investissement, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, ça peut être une autre levée. Et il faut avoir un discours clair et une vision claire pour être sûr que votre interlocuteur, il comprenne ce que vous voulez faire. Il dit voilà, moi j'ai besoin de, je sais pas, 1 million d'euros, et avec ce 1 million d'euros, eh ben, je vais passer ces 3 étapes. Je suis en amont, je suis en deep tech, ça va être des étapes uniquement de technologie, où je suis beaucoup plus en aval et j'ai commencé mes ventes. C'est peut-être pour atteindre tel KPI de vente. Voilà. Il se mettra à votre place et essaiera de comprendre où vous en êtes. C'est sûr que si vous allez voir quelqu'un qui finance que des projets très matures et que vous êtes en amorçage, ça ne le fera pas. Vous aurez un discours totalement différent de ce que lui il attend, ça ne marchera pas. Mais si vous allez voir le bon interlocuteur, il faut être prêt à dire voilà, je fais quoi avec cet argent, sur combien de temps, et je vais jusqu'où. Et là, un point important, à mon avis, c'est qu'il y a vraiment une tension, c'est-à-dire qu'on arrive à convaincre sur la vision. C'est-à-dire qu'il faut lui dire où est-ce qu'on veut être dans 5 ou 10 ans, et ça, c'est ce qu'il va acheter en se disant je peux faire x5 ou x10 si ça marche. Et on le sait, hein, dans notre métier, on sait que ça marchera 2 ou 3 fois sur 10, mais c'est le jeu. Donc il y a cette vision à vendre et après rassurer sur l'exécution. Et donc dire le 1 million d'euros que je vous demande ou les 2 millions d'euros, voilà ce que je vais en faire dans les 6, 12, 18 prochains mois. On ne parle pas d'un BP sur 5 ans, on sait bien que les BP, personne ne regarde les BP au-delà de 18 mois, hein. Enfin en tout cas en pré-seed, peut-être plus en série A. Donc vendre une vision pour qu'on se dise ok, on a envie de faire partie de cette aventure et ça peut faire un énorme multiple. Et après vendre de l'exécution, rassurer sur l'exécution. Dire je vais recruter 5 devs sur les 6 prochains mois avec cette petite levée de 400 000 euros, il faut avoir montré qu'on sait recruter des devs, ce qui n'est pas simple.
Donc rassurer sur la capacité à bien déployer cet argent. Ou je veux recruter des sales, il faut arriver à montrer que les premiers sales qu'on a recrutés, au bout de 3 ou 4 mois, ils arrivent à vendre. Donc voilà, il y a cette tension entre la vision long terme sur laquelle il faut que l'investisseur se dise « Ok, c'est un super projet, je veux en être » et l'exécution très court terme, où c'est là où on va pouvoir dire pourquoi j'ai besoin de 500 000 ou 1 million d'euros. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je pense qu'il ne faut pas vouloir lever trop vite. Pourquoi? Alors, le souci, c'est qu'une levée de fonds, ça prend du temps et que du coup, c'est souvent l'activité opérationnelle qui en pâtit. Mais l'intérêt d'avoir des levées de fonds qui se succèdent, pas trop vite non plus, mais ça permet de montrer que on a réussi à lever, je dis n'importe quoi, 500 000 euros. On a atteint l'objectif grâce à ces 500 000 euros. On va relever derrière 1 million et le BP sera d'autant plus crédible que vous avez fait la preuve lors de la première levée de fonds. Et d'ailleurs, la valo qui ira avec sera d'autant plus crédible parce que vous montrerez aux investisseurs qui se succèdent que vous avez fait la preuve de votre BP et que vous savez l'exécuter. Donc, et quand tu prenais l'exemple de recrutement de CIDEV, les recrutements ont eu lieu dans les temps et les résultats sont là. Et étape suivante, on relève. Alors, il ne faut pas que ça soit non plus trop rapproché et il faut trouver le bon montant à lever, mais une fois de plus, c'est plus facile que de lever tout de suite 3 millions en faisant de belles promesses sur un BP à 5 ans qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis d'ailleurs, vous serez dilué d'autant plus. Donc il vaut mieux y aller progressivement. Juste en complément aussi, tout à l'heure, si vous devez choisir des investisseurs ou des banquiers ou autres, il faut aussi voir sur la partie investisseur quel est leur horizon de liquidité, parce que vous avez des fonds qui sont datés, c'est-à-dire qui de toute façon, vous savez qu'à 5 ans, à 3 ans ou à 5 ans, ils vont sortir. Et puis vous avez des fonds qui se donnent un peu plus de temps. Bon, nous, typiquement, je dis pas ça parce que nous, on n'est pas un fonds fermé, on est un investisseur de long terme, mais voilà, il faut aussi choisir les investisseurs en fonction du temps sur lequel ils vont pouvoir vous accompagner. Il faut aussi choisir, parce que finalement, ce sont des partenaires. Que ce soit les banquiers ou les investisseurs, ce sont des partenaires. Les investisseurs, souvent, ils vont rentrer dans la gouvernance à vos côtés. Il faut aussi être prêt d'ailleurs à partager la gouvernance de votre start-up, ce qui n'est pas évident au départ. Et donc, il faut aller chercher le bon partenaire, sans doute qui a aussi, idéalement, la bonne expertise métier par rapport à votre activité, parce qu'ils vont pouvoir vous ouvrir des portes, ils vont pouvoir vous conseiller, et s'ils sont dans votre conseil stratégique, ça sera pour vous apporter quelque chose, et pas seulement pour être un administrateur, entre guillemets, passif. Voilà. C'est vrai que sur le non dilutif, du coup, nous, on ne rentre pas du tout dans ces boards, on est beaucoup plus extérieur à ça. Par contre, ce qu'il faut aussi bien prévoir, c'est que vous allez devoir rembourser une dette sur 36 à 48 mois, ce qui n'est pas le cas avec des fonds. Donc il faut aussi avoir ce point d'après, en fait, ce point d'étape d'après, parce que si vous relevez sous 18-24 mois et que vous recréez de la dette, ça vient aussi amplifier vos besoins. Et donc il faut toujours avoir cette visibilité. Et quand on parlait de plusieurs partenaires, c'est là où ça prend tout son sens, puisque vous ne pouvez pas confier tous vos financements à seul partenaire, surtout si vous levez tous les 18 mois. Le partenaire bancaire, il aura du mal à suivre la cadence, pas par rapport au fait qu'on ne sache pas faire, hein, ça on sait très bien faire. Sauf que nous, en tant que banquier, notre principal KPI, si on peut appeler ça un KPI, c'est de se dire comment l'entreprise est capable de rembourser ses crédits. Et on sait très bien que sur une start-up, elle n'est pas rentable au démarrage, donc elle ne peut pas rembourser ses crédits, sauf s'il y a des levées de fonds. Donc toujours être à la course à la levée de fonds, il y a au bout d'un moment où un seul banquier ne peut pas suivre toutes les levées, ce n'est pas possible. Et c'est là où c'est justement l'intérêt de pouvoir ouvrir aussi à d'autres banques et de trouver les bons partenaires assez tôt. Et une fois que... Moi j'ai une question sur l'accompagnement. Chacun votre tour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous accompagnez les startups au quotidien une fois que soit le fonds est rentré ou ce genre de choses? Est-ce que c'est de l'accompagnement quotidien ou est-ce que ça va plutôt être sur du long terme? Ouais, en fait, tous les projets étant différents, tous les porteurs de projets étant différents, l'accompagnement il est différent pour chaque entreprise. Il y a certains entrepreneurs qui sont très très indépendants
et auprès desquels on est assez peu présent. Il y en a d'autres, au contraire, qu'on a au téléphone, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Et en fait, en fonction de l'actualité de la start-up, il va y avoir des périodes où on va être plus ou moins présent. Les grandes thématiques sur lesquelles l'investisseur en général intervient, donc la première forcément c'est le financement, puisqu'on est quand même câblé là-dessus, donc on est très très bon à ce niveau-là. Et les autres thématiques, ça va être le recrutement, où on va pouvoir donner notre avis, on va pouvoir mettre en relation et éventuellement un peu aiguiller et conseiller le dirigeant. Et il va y avoir un accompagnement régulier sur de la mise en relation globale, pas que sur le recrutement, quoi, pour le business ou d'autres thématiques. Chaque investisseur autour de la table aura ses propres réseaux, réseaux auprès desquels il pourra faire des introductions, et ça, c'est une vraie force. On a le premier réseau le plus simple pour l'investisseur, c'est son réseau de chefs d'entreprise. On a tous un portefeuille, et dans le portefeuille, bon, il y a X boîtes, et pour les porteurs de projets qu'on accompagne, c'est des accès directs à ces X dirigeants. Et après, on va au-delà, on a des réseaux un peu de partout, et donc cette mise en relation, elle est hyper importante. Un deuxième point avant de te donner la main, c'est l'expérience. On suit des entreprises depuis un certain nombre d'années. On connaît les problématiques qui vont être rencontrées par les chefs d'entreprise, et on pourra éclairer au regard de ce qu'on a déjà vécu. On pourra expliquer que dans tel cas, on a pris telle décision et ça a amené à tel résultat. On donne les clés au chef d'entreprise qui lui décide, mais au moins il a une décision éclairée. Oui, j'allais revenir sur ce deuxième point, justement. Un entrepreneur, il a une connaissance intuitive de son marché, il est dans l'action, il va très très vite. Et le problème, c'est qu'à un moment, si on veut structurer une équipe, passer de 5 à 20, on ne peut plus être dans l'intuition. Il faut qu'on arrive à faire comprendre les prises de décision. Et en fait, ça, c'est le rôle du board. Donc nous, on est généraliste, on ne connaît pas mieux que le dirigeant son marché. Par contre, on a déjà investi dans 160 sociétés avec des stades de maturité différents. Et le rôle d'un board member généraliste, qui n'est pas spécialiste du secteur, c'est de poser des questions. Et en fait, juste le fait de poser des questions, ça va transformer l'intuition de ce fondateur ou de ses 2 premiers cofondateurs en principe actionnable qui va pouvoir après partager avec ses salariés, avec ses clients. Et c'est ça l'important d'un board, c'est de transformer cette intuition en quelque chose qui soit activable derrière et qu'on puisse partager. Donc, globalement, on fait juste poser des questions. Mais c'est vrai que, en tout cas, à nos stades, nous, pré-seed seed, passer de 5 à 20 personnes, qu'on fasse du SaaS, du service, du marketplace, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, ça aussi, le benchmark avec tout le portefeuille ou les autres entreprises qu'on voit, sachant que nous, par an, on screen à peu près 2000 opportunités par an. Donc on a aussi une tour de contrôle de tout ce qui se passe sur le marché, et on fait beaucoup d'intros à nos portefeuilles dès qu'il y a une thématique ou une problématique qu'on a vue dans une autre société. Christophe, tu veux... Ouais, nous on fait à la fois du venture et à la fois du cap dev. On voit bien que sur le venture, il faut être plus présent. Sur l'accompagnement, c'est normal, hein, on est dans une phase amont, plus risquée. La startup cherche son modèle, cherche ses clients. Même si on est dans une phase post-POC, il y a quand même des choses faut changer d'échelle. C'est les premiers pas de l'entreprise. Donc on voit bien que sur l'accompagnement, ce qui était ta question, ça prend plus de temps que sur une entreprise qui est plus mature, voire qui est déjà en EBITDA positif. Et d'ailleurs, se succèdent pas mal de bridges avec les startups. Et ce qu'il faut vraiment surveiller, mais ça aussi vous le savez, c'est vraiment le plan de trésorerie. Là pour le coup, on n'est pas sur un BP annuel. Le plan de trésorerie, il est vraiment mensuel et ça se suit de façon très proche, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Tiens, typiquement, on citait les subventions, une subvention qui tombe. On comptait sur cette subvention, mais finalement on ne l'a pas. C'est pour ça qu'on dit toujours, et vous le faites sans doute pas, mais dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, qui sont très tournés vers les subventions, on leur dit toujours, ne basez pas votre modèle économique à 100% sur les subventions. C'est absolument pas pérenne. Alors, pour les startups, c'est différent. Ni sur les levées de fonds. Parce que, ni sur les levées de fonds. Ni sur les levées de fonds. Ceci dit, et tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de subventions en France, et il y a beaucoup de startups qui n'ont pas connaissance de ces subventions à aller chercher.
Et dans le plan de financement, c'est aussi, il ne faut pas être à 100% sur les subventions, il ne faut pas être à zéro non plus quand on peut y aller. Donc dans les partenaires, dans vos tours de table, banquiers ou investisseurs, alors vous n'êtes pas dans la gouvernance, mais vous êtes partenaire, c'est bien d'avoir des partenaires au sens large qui vous disent, mais est-ce que vous avez vu cet appel à projet ou cet appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par telle entité de l'État, où vous pouvez aller chercher 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros. Ça peut aider et c'est peut-être facilement accessible. Alors il y a toujours cette petite barrière de oui, mais il va falloir constituer un dossier et le dossier, on n'est pas sûr à 100% d'avoir la subvention. Parfois, ça vaut quand même le coup de passer un petit peu de temps sur ce dossier parce que ça va être bien aidant. Et puis le partenaire, il va aussi ouvrir les portes de il va ouvrir son carnet d'adresses, que ce soit pour aller chercher des banquiers, que ce soit pour aller chercher des co-investisseurs, parfois des business angels, ou parfois même pour ouvrir des portes de clients potentiels dont la start-up aura bien besoin. Donc, à nouveau, notre avis, c'est que ce partenaire, il ne doit pas être que fournisseur d'argent. Je ne retrouve plus le terme, mais ça ne doit pas être qu'un partenaire financier. Et une banque va au-delà de ça aussi. Une banque a un carnet d'adresses fabuleux. Et c'est ça ce qu'il faut aller chercher dans la relation avec ses partenaires. Ce n'est pas que son argent, mais c'est tout le réseau qu'il va pouvoir partager. Ouais, on le voit, effectivement, c'est un très bon parallèle. Si on revient un petit peu sur la phase plus early de la start-up, quand on voit un dossier sur lequel la personne a une super idée, elle a pensé à tout, elle a passé des heures et des jours, des semaines à tout réfléchir, et elle se lance, et quand on voit qu'elle est toute seule, c'est-à-dire qu'il y a déjà les équipes ou le board n'est pas, on parlait de solo entrepreneur, c'était un peu le cas, mais il n'y a pas d'incubateur, il n'y a pas on n'est pas allé voir la BPI, on n'a pas commencé à consulter tout l'écosystème. On se dit que c'est trop tôt, faut revoir le projet différemment. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant d'aller voir un banquier traditionnel. C'est que ce banquier traditionnel, il a la vision de l'écosystème et il permet d'aller beaucoup plus vite pour rentrer sur les différents partenaires qui existent. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile de commencer par tout ce qui existe pour pouvoir ensuite grandir que de vouloir grandir tout de suite et puis ensuite se dire maintenant que j'ai grandi, qu'est-ce qui aurait pu m'aider? Parce que des fois on se retrouve dans une situation où il y a un peu de blocage, il manque quelques euros pour pouvoir aller jusqu'à la levée et nous on ne peut plus intervenir parce qu'on est intervenu trop tôt. Donc voilà, c'est aussi ça le rôle du banquier, de pouvoir conseiller et accompagner. Super. Et quelles sont les erreurs à éviter pour les entrepreneurs qui vont se préparer à lever des fonds? Évidemment, le lever des fonds, c'est un travail de longue haleine qui est assez difficile aussi. Est-ce qu'il y a des conseils sur justement les erreurs à éviter et les points de vigilance à prendre en compte avant de se lancer dans cette grande aventure? Encore une fois, ça dépend à qui on veut parler. Si on parle à des business angels, c'est important d'aller bien choisir ses premiers business angels, et les premiers business angels, ils doivent justement être attirés par le projet, et donc souvent ils connaissent déjà le marché, et en fait ça c'est une première validation de la capacité de l'entrepreneur à fédérer autour de son projet. Donc ces premiers business angels, c'est important, et ce qui est bien avec les business angels, c'est qu'ils ont des process de décision qui sont plutôt rapides, et il y a des outils maintenant pour le faire au fil de l'eau, avec des BSAR, et donc de ne pas se dire il faut absolument que j'ai clôturé X centaines de milliers d'euros. On peut le faire au fil de l'eau, les business angels le comprennent, et on peut avancer au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour la partie business angel. Après, quand on rentre sur des fonds professionnels, il y a plein d'écueils potentiels. Pas vouloir lever trop tôt, parce qu'en fait, si ça ne marche pas, c'est pas possible d'aller revoir un investisseur un mois et demi après, lui dire je voulais lever 3, finalement je lève 1. Vous êtes tiré une balle dans le pied. Il faut plutôt être dans l'autre sens, dire je voulais lever 1, je suis sursouscrit, finalement ça sera 2. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc vraiment pas vouloir aller lever trop tôt et aller parler aux bonnes personnes, comme on le disait tout à l'heure, en ayant vraiment, je vais me répéter, mais vraiment se dire, rassurer sur la capacité à bien utiliser cet argent et faire rêver sur une vision à 5 ans. C'est vraiment ce duo-là. Et après, vous allez vous prendre plein de portes. Nous, le taux de réussite, on voit 2000 dossiers, on en signe 10 par an, 10 ou 15. Et c'est pareil pour tous les autres VC. Donc vous allez vous prendre beaucoup de noms, donc vous parlez à beaucoup de personnes.
Et à un moment, il y a le fait qu'un investisseur va croire à votre projet, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir avant. Donc consulter un maximum de gens, les parler en amont, faire du off, pas forcément envoyer un deck en disant voilà je suis en levée, mais essayer de prendre un petit peu d'informations sur les fonds qui vous semblent pertinents pour savoir si en effet ça vous semble pertinent. Et en effet, voilà, par contre c'est un process en effet qui prend du temps mais qui se prépare, quoi. Ouais, avant de répondre, j'insiste sur le montant de la levée de fonds. Il ne faut pas qu'il soit démesuré, ça ne sert à rien. Ça risque de faire peur, ça risque de clôturer votre dossier avant qu'il soit ouvert, en fait. Un autre point important, c'est être capable d'expliquer son projet, à quelle problématique on répond et comment on le fait en 1 minute. La phrase d'accroche initiale, elle va être hyper importante parce qu'on en voit trop des projets. Et quand on voit un dossier arriver, si c'est pas hyper clair et fluide dans la manière dont c'est présenté, on risque de passer à côté parce qu'on n'a pas le temps. Et donc on va fermer un dossier. Il était peut-être très bien, mais c'était la vision, on l'a pas ressenti, quoi. Donc on ferme. Voilà. Donc il y a tout un tas d'éléments, de documents à préparer quand on lève des fonds. Sauf être accompagné par une structure comme celle-ci ou des gens dont c'est le métier. Mais sinon, il faut savoir qu'il y a des règles. Il y a des règles, on fait ce qu'on appelle des one-pagers ou des petits documents qui sont très, très succincts, qui permettent de faire une première accroche auprès du VC. Et après, on a des documents plus fournis, parce qu'une fois que vous avez accès au deuxième rendez-vous, c'est-à-dire que votre interlocuteur, il est un peu intéressé par ce que vous faites, il a besoin d'en savoir un peu plus. Il faut avoir réponse à beaucoup de questions. Et donc là, il y a d'autres documents un peu plus fournis qu'il faudra fournir à votre VC. Voilà. Donc ça se prépare, il ne faut pas y aller la fleur en fusil. Le deck est super important, hein. Donc cette présentation en 15 slides, pas 50, ou sur chaque slide, il ne faut pas qu'il y ait plus de 20 mots, parce qu'on en voit beaucoup et qu'on est bête, donc il faut qu'on comprenne vite. Et il faut ce document, avec pas mal de nos boîtes, parce qu'on accompagne nos boîtes, on rentre en précise, on les accompagne justement sur la levée après auprès des investisseurs. On passe un temps fou pour faire ces 15 pages et qu'elles soient parfaites. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller jusqu'au bout des 15 pages, qu'il y ait les infos importantes au début. Enfin, c'est vraiment un super travail, et c'est pas un travail superfétatoire juste pour faire plaisir au VC. C'est une manière pour vous aussi, encore une fois, de toute l'intuition que vous avez dans vos têtes, de la mettre de manière concise, clair, et la partager à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est un super exercice pour un entrepreneur. Voilà. Et il faut le prendre au sérieux, parce que même si au final vous n'arrivez pas à lever, ça vous aura servi quand même. Il y a des projets où, quand on a fini de lire le deck, on ne sait pas ce que ça fait. Alors là, c'est mort. Et si on n'arrive pas à comprendre, on se dit, bon, ça veut dire que l'entrepreneur, quand il pitch auprès d'un client, ça doit être pareil. Le gars, il écoute et il dit, bon, c'est très bien, on se recontacte et c'est fini. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur à ne pas faire, quoi. Donc faites relire vos documents par des gens externes qui ne sont pas dans la structure et qui n'ont donc pas, comme vous, vous savez tout. Donc si vous oubliez quelque chose qui vous paraît évident, peut-être que pour l'externe, ce ne sera pas le cas. Et l'envoyez pas sur la boîte contact, jamais. Débrouillez-vous. Ce qu'on veut voir dans un entrepreneur, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il soit lié à l'écosystème, qu'il ait parlé à un maximum de gens. Donc si vous n'êtes pas capable d'avoir une intro qualifiée auprès du fonds qui vous semble pertinent, c'est qu'on se dit que déjà, il y a un problème. Donc n'envoyez pas aux boîtes contact, débrouillez-vous, regardez le portefeuille des fonds qui vous semblent pertinents, contactez un CEO d'une des boîtes du portefeuille, faites un café avec lui et demandez-lui après l'intro au partenaire. Voilà, soyez malin, on reçoit beaucoup de dossiers, donc essayez justement de créer de la légitimité quand vous allez parler à la personne, qu'il ait vraiment l'oreille attentive pendant une demi-heure pour que vous vous laissiez le temps de pitcher. Ça, c'est un petit signal faible, nous, de notre côté, qu'on regarde avec attention. Utilisez les réseaux sociaux, votre banquier, qui lui connaîtra beaucoup de monde. Voilà, n'hésitez pas, et effectivement, la boîte contact, il y en a beaucoup. Ouais, puis il y a aussi des lieux de rencontre avec les investisseurs. Enfin, il y a pas mal de speed meetings qui sont organisés justement pour faire rencontrer les porteurs de projets, les startups, avec des financeurs, des investisseurs. Ça entraîne aussi à pitcher, et puis ça permet de mieux comprendre les attentes des investisseurs. Même si vous n'êtes pas en levée de fonds, à la limite, n'attendez pas d'avoir une levée de fonds à faire pour aller vous prêter à ces exercices-là. Vous ne perdrez pas votre temps et ça vous permettra une fois de plus de mieux comprendre les attentes de l'investisseur. Après, on l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux vraiment avoir un BP réaliste plutôt que d'essayer
d'avoir un BP qui dit à 4 ans ou à 5 ans, je vais avoir 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est absolument pas crédible et ne vous l'aurez pas, l'investisseur, il va faire ce qu'on appelle des stress tests, il va diviser tout par 3 et il va voir comment ça tient la route malgré tout. Sur la clarté du pitch, je rejoins évidemment complètement ce qui a été dit, avec des questions basiques qu'on va poser qui sont quel est le marché adressable sur lequel vous allez aller et c'est quoi la part de marché que vous visez. Et puis la deuxième question derrière, ça sera quels sont vos concurrents et c'est quoi la barrière à l'entrée que vous allez positionner pour éviter que vous faire attaquer sur votre marché. Et puis peut-être, donc ça c'est vraiment des choses à préparer. Et puis peut-être une dernière chose, c'est qu'il y a alors je reviens sur l'impact forcément, mais il y a de plus en plus de fonds d'impact. En 2021, les fonds d'impact pesaient 6 milliards en France. Un an plus tard, en 2022, on est à 12. Alors vous me direz, sur tous les fonds d'investissement qui pèsent près de 250 milliards, ça fait, ouais, mais on est passé de 2,5% à 5%. Et peut-être qu'on verra les chiffres de 2023, peut-être que ça va encore monter, et ça va forcément monter. Et si je vous dis ça, c'est que si vous voulez attirer ces fonds qui sont quand même en train de se développer, il faut que vous leur parliez d'impact. Parce que si votre impact est crédible et si plus votre impact va être massif, plus il va pouvoir descendre son exigence de TRI. Alors jusqu'à un niveau raisonnable, mais enfin bon, on n'est pas sur des fonds de private equity qui vont demander 20% ou 30% de TRI. Si vous faites beaucoup d'impact, vous allez pouvoir approcher les 10%, peut-être un peu moins. Alors après, ça dépendra évidemment des doctrines des uns et des autres, mais nous, à la Banque des Territoires, on ne va pas demander des TRI à 20 ou 30% si l'impact extra-financier, que ce soit social, environnemental, territorial, tout à l'heure, Caroline Néron du mouvement Impact France évoquait les coûts évités. C'est des choses qu'on va regarder et si ça permet de créer de l'emploi, et si ça permet de former plus de gens, et si ça permet d'éviter des tonnes de CO2, ben, tout ça, ça va jouer dans la rentabilité globale du projet. Une fois de plus, hein, c'est financier et extra-financier. Et ce qui se profile de toute façon pour tout le monde, c'est qu'à un moment donné, les entreprises seront valorisées pas que sur le financier, pas que sur leur bilan comptable. Donc ce n'est pas une perte de temps que de se pencher d'ores et déjà sur l'impact extra-financier. Un jour, ça pèsera dans la valorisation des entreprises. Ouais, on assiste vraiment là depuis un an à cette transformation. Enfin, avant, c'est vrai qu'on se posait moins la question. Aujourd'hui, on le voit. Ça fait longtemps qu'on ne finance plus d'entreprises dans les hydrocarbures ou autres. Mais aujourd'hui, c'est incontournable. Nous, la première de nos questions, c'est qu'est-ce que vous apportez pour la société ? Enfin, si votre projet n'apporte rien pour la société et qu'elle rapporte tout pour vous, pour vos actionnaires, ça sera compliqué de trouver une banque. J'imagine, après ce qu'on a entendu, ça sera difficile de trouver un lever. Donc voilà, il faut tout de suite vous demander, enfin, généralement c'est dans vos gènes, mais il faut savoir l'expliciter. On parlait tout à l'heure de savoir dire des choses simplement. Quand on a des dossiers, notamment d'ingénierie, qui sont parfois complexes, quand vous n'arrivez pas à l'expliquer clairement, quelle est la solution, qu'est-ce qu'elle règle, et du coup, par rapport à tous les critères qu'on a pu vous donner, qu'est-ce que ça rend vertueux, et si vous n'arrivez pas à l'énoncer clairement et rapidement, vous n'arriverez pas à avancer, quoi. Par contre, si vous arrivez à le faire, là, vous allez vous ouvrir beaucoup de portes. Et aussi, il y a autant de stratégies de fonds que de fonds. Et il y a des règles, enfin, savoir en fait si on est en face d'un investisseur qu'on dit comme bullish, donc l'investisseur bullish qui de toute façon va vouloir absolument une licorne et faire des sorties à 500 millions d'euros. Si votre projet ne correspond pas à ça, n'allez pas lui parler, ça sert juste à rien. Et pour vous dire, en gros, les quelques règles de 3 qu'on les vicie en tête, c'est qu'on sait qu'une dilution classique sur un tour, ça va être entre 20 et 30%. Donc vous levez 2 millions d'euros, la valeur au poste, il faudra qu'elle soit entre 6 et 8. Et lui se dit, il faut que je fasse x5, x10. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que cette boîte, je peux la vendre 80, 100 millions ? Est-ce que j'ai des bonnes chances de la vendre 80 ou 100 millions d'euros ? Il ne va pas le faire sur la base de votre BP à 4-5 ans, parce que comme je vous le disais, personne ne les croit, les BP. Il va le faire là sur la vision en disant, s'ils réussissent à faire ce qu'ils disent, est-ce qu'ils auront pris une position sur un marché où il y a des acquéreurs qui sont prêts à payer ce prix-là ? Et est-ce qu'ils ont une position défendable ? Donc on parlait des barrières à l'entrée. Ou est-ce que la position qu'ils prendront fera qu'ils seront indéboulonnables ? C'est ces critères-là qui sont pas complètement objectivables dans un BP, parce qu'on n'en sait pas où vous serez dans 5 ans. Mais si votre vision advient, ok, je suis sur un marché qui peut faire 100 millions d'exits.
Si vous êtes sur une valo post à 30 millions d'euros, d'un coup, il faut plutôt viser 250 ou 300 millions d'euros. Donc la taille de marché est importante pour les VC. Et aussi le fait qu'à terme, si vous réussissez à faire ce que vous voulez faire, vous serez sur une boîte qui sera très bien valorisée. Et juste pour conclure, ne pensez pas qu'il faut absolument lever le maximum au meilleur prix. Enfin, au prix le plus haut. Parce qu'il y a des impacts derrière. Plus vous levez une valo élevée, plus votre investisseur va avoir des attentes. Et si vous ne comblez pas ces attentes, il faut s'attendre à un retour qui ne sera pas très positif de sa part. Et le tour d'après risque d'être complètement anéanti parce que le tour précédent était sur une valo trop élevée. Et faire un x10 quand on est effectivement en 30 de valo post, c'est pas la même chose que faire un x10 quand on est à 5 de valo post. Voilà. Donc plutôt que de se dire l'argent est là et la valo est là, je fonce, réfléchissez-y à 2 fois. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que dans ma vision long terme et pas ma vision 3-4 ans, cette étape est la bonne? Est-ce que la marche n'est pas trop haute aujourd'hui? Est-ce que je vais y arriver? Donc soyez prudents, il vaut mieux lever 2 fois 5 millions d'euros qu'une fois 10. Il y avait la question des KPI. Il y a un KPI maintenant que tout le monde regarde qui n'était pas vraiment à la mode il y a 2 ans, mais c'est l'efficacité de la dépense du cash. Il y a plusieurs manières de le calculer, mais c'est ce qu'on va regarder, ce que regardent tous les VC maintenant. Donc si jusqu'ici vous viviez chichement parce que vous aviez que 100 000 euros sur votre réseau, d'un coup vous avez 5 millions d'euros globalement, le lendemain vous ne savez pas comment les dépenser, vous avez fait une erreur. Voilà. Donc vaut mieux y aller petit à petit. Il ne faut pas juste penser à la dilution, il y a plein de manières de rééquilibrer une table de capi. Par contre, rendre de l'argent mal investi à un VC, je ne connais pas la réponse. Donc ça va mal se passer. Donc pensez pas juste dilution, pensez justement qu'est-ce que je suis capable de dépenser de manière intelligente. C'est ça que regarderont les investisseurs au prochain tour. Eh bien, merci à tous les 4 d'avoir partagé vos conseils. J'espère que vous avez pu, qu'on a pu vous éclairer un petit peu. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit et encore merci. Merci.